Une serveuse pauvre a aidé une vieille dame perdue à l'aéroport, sans savoir que son fils millionnaire avait tout vu et est tombé follement amoureux. Claire avançait entre les tables exiguës du petit café niché dans le hall sud de l'aéroport d'Orly, plateau en main, geste précis, sourire discret. À 25 ans, elle avait appris à devenir invisible. Pas dans le sens littéral du terme, bien sûr, mais dans cette capacité étrange qu'ont certains à se fondre dans le décor. Elle prenait les commandes, servait les expressos brûlants et les croissants trop cuits sans qu'on lui adresse un regard sincère. Les clients, pressés ou distraits, la remerciaient à peine, souvent sans lever les yeux de leur téléphone. Originaire d'un village oublié au nord de la Bourgogne, Claire était montée à Paris avec sa sœur cadette, Lucie, à peine âgée de 17 ans. Elles habitaient un studio si minuscule qu'on pouvait presque toucher les murs opposés en tendant les bras. Mais c'était chez elle. Claire y rentrait tous les soirs les pieds en feu, les vêtements imprégnés d'odeurs de café et de friture, et le cœur lourd d'un épuisement silencieux. Elle ne se plaignait jamais. Ce n'était pas dans sa nature. La vie ne lui avait rien promis, elle le savait. Alors elle avançait jour après jour. Son uniforme était toujours impeccable, sa queue de cheval tirée avec soin, et ses yeux, d'un vert étonnant, reflétaient une douceur rare, même lorsqu'elle servait ceux qui la traitaient avec indifférence. Elle connaissait les habitudes des habitués, les préférences des agents de sécurité, les humeurs changeantes des voyageurs en transit. Elle savait deviner en un regard qui avait besoin d'un mot gentil ou d'un silence bienveillant. Le matin commençait souvent avant que le soleil ne se lève. À 5h30, Claire était déjà sur place, rangeant les chaises, préparant les premiers cafés. Le bourdonnement constant de l'aéroport était devenu une musique de fond dans sa vie. Le claquement des valises, les annonces dans les haut-parleurs, les pas précipités sur le sol carrelé. Elle n'en attendait rien de spécial, ni gratitude ni reconnaissance. Elle travaillait pour payer le loyer, pour permettre à Lucie de finir le lycée, pour peut-être un jour rêver à autre chose. Ce matin-là, la pluie tambourinait contre les vitres du terminal. Un froid humide s'insinuait jusque dans les tosses. Claire se frictionnait les bras en attendant les premières commandes. Le café ouvrait dans 10 minutes, mais elle avait pris l'habitude d'arriver en avance. Cela lui permettait de respirer un peu seule avant le chaos. Son patron, M. Delorme, était un homme râleur mais juste. Il ne parlait que pour se plaindre du prix du lait ou de la lenteur de la machine à expresso, mais il avait compris que Claire tenait l'endroit à bout de bras. Sans elle, tout s'écroulerait. Il lui lançait parfois un regard qui ressemblait à un remerciement, sans jamais mettre de mots dessus. Claire s'en contentait. Ce jour-là, le trafic semblait plus dense que d'habitude. Des groupes de touristes, des cadres en costume, des familles dispersées, tous passaient devant le café comme une marée humaine. Claire notait tout sans en avoir l'air. Une valise abandonnée trop longtemps, un enfant égaré, une femme au regard paniqué. Elle avait l'œil toujours en alerte, mais personne ne la voyait. Pas vraiment. Elle faisait partie du décor, comme les panneaux lumineux ou les distributeurs automatiques. Une silhouette parmi tant d'autres. Et pourtant, dans cet anonymat, elle semait de petits gestes d'attention. Elle offrait une part de gâteau à un agent fatigué, glissait un mot doux sur le ticket de caisse d'une passagère en pleurs, ou rallongeait le café d'un vieil habitué sans rien dire. Sa sœur, Lucie, l'attendait souvent à la maison, avec un plat réchauffé et un sourire endormi. Elle partageait les petits riens de leur journée, parlait de rêves suspendus. Lucie voulait devenir styliste. Claire, elle, n'osait plus vraiment rêver. Mais elle gardait au fond d'elle une lumière qu'aucune indifférence n'avait encore réussi à éteindre. Ce jour-là, pourtant, quelque chose allait changer. Une scène banale, un geste instinctif, un moment qui semblait n'avoir aucune importance allait réécrire les lignes invisibles de son destin. Car dans ce monde pressé où tout s'oublie, quelqu'un allait enfin la voir, vraiment la voir. Et cela commencerait par une vieille dame perdue, grelottante sous la pluie d'Orly. Mais Claire ne le savait pas encore. La matinée battait son plein, et le café de Claire ne désemplissait pas. Le va-et-vient incessant des passagers créait une effervescence permanente, une chorégraphie désordonnée de valises tirées à toute allure, de cris d'enfants, de voix agacées et d'annonces diffusées dans toutes les langues. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle du kérosène venu des pistes. Claire, comme toujours, glissait à travers les tables, ramassant les tasses vides, prenant les commandes,
et offrant au client un sourire discret qu'aucun ne prenait la peine de lui rendre vraiment. Vers 11 heures du matin, au moment où elle venait de porter 2 cappuccinos à une table d'employés de bord italien, elle aperçut, à travers la baie vitrée du terminal, une silhouette étrange. Une femme âgée, frêle, visiblement perdue, se tenait seule près d'un panneau d'affichage. Sa petite valise restait immobile à ses pieds. Elle tremblait légèrement, son manteau beige mal fermé, ses cheveux gris épars sous une pluie fine qui semblait s'infiltrer jusque dans les os. Il y avait quelque chose de fragile dans sa posture, une forme de désorientation douce, presque enfantine. Claire sentit un pincement au cœur. Personne ne semblait la remarquer. Elle jeta un coup d'œil rapide à son collègue au comptoir, fit un signe à M. Delorme pour qu'il surveille le service quelques minutes, puis s'approcha doucement de la dame. Sans un mot au début, elle tendit son propre gobelet, encore tiède de thé au citron. « Excusez-moi, madame, vous allez bien? Vous attendez quelqu'un? Vous voulez que je vous aide à trouver une porte d'embarquement ?» La vieille dame leva des yeux clairs et humides vers elle. Il y avait, dans ce regard, une confusion tendre, presque douloureuse. « Je devais aller à Bordeaux. Mon fils devait venir me chercher. Mais je crois que je me suis trompé d'heure, ou peut-être de terminal. Je ne sais plus. Il y a tant de bruit ici. » Claire sentit l'urgence discrète de la situation. Elle retira son propre manteau, l'enroula autour des épaules tremblantes de la vieille femme, puis la guida doucement vers une table vide à l'intérieur du café. Elle lui offrit une autre boisson chaude, apporta une part de tarte aux pommes encore tiède et s'assit en face d'elle, les mains posées sur la « table attentive ». Elle ne regardait ni l'horloge, ni les clients qui s'accumulaient. À ce moment précis, seule comptait cette femme assise devant elle. Pendant près de 2 heures, Claire resta là. Elle écouta les récits de jeunesse de la dame, les souvenirs d'un mari disparu trop tôt, les chansons qu'elle chantait autrefois à son fils dans la cuisine. Elle raconta son dernier Noël passé seule, la manière dont elle avait appris à tricoter en regardant sa grand-mère, et le plaisir qu'elle éprouvait à observer les oiseaux du jardin, même s'il n'y en avait plus autant qu'avant. Claire ne l'interrompit presque jamais. Elle hochait la tête, murmurait de temps à autre un mot rassurant, et caressait doucement la main ridée posée sur la table. Entre 2 confidences, elle appela le service d'assistance de l'aéroport, expliqua calmement la situation et demanda de vérifier les informations du billet de la vieille dame. Après quelques recherches, il s'avéra que la passagère avait effectivement manqué sa correspondance, arrivée trop tôt d'un autre terminal, sans avoir su demander de l'aide. L'équipe s'organisa pour lui réserver un vol plus tard dans la journée et mit à disposition un fauteuil confortable dans une salle d'attente spéciale pour les voyageurs fragiles. Lorsque tout fut réglé, Claire accompagna elle-même la vieille femme jusqu'à ce nouvel espace, resta avec elle jusqu'à ce qu'un agent vienne prendre le relais. Avant de partir, la dame lui serra la main longuement, les yeux embués de larmes. « Vous êtes un ange, ma petite, un véritable ange. » Claire sourit doucement, les joues rougies, puis retourna vers son poste sans chercher les regards, sans attendre de remerciements. Elle remit son tablier, réajusta sa queue de cheval et reprit le service comme si de rien n'était. Mais tout n'était pas comme avant. Dans le salon exécutif, à l'étage supérieur du terminal, un homme observait les images diffusées par les caméras internes de sécurité. Il avait vu depuis les premières secondes le moment où Claire avait posé les yeux sur la vieille dame. Il avait vu le manteau posé sur ses épaules, le thé offert, l'attention sincère, l'écoute patiente. Il avait suivi chaque geste, chaque expression, et son regard n'avait pas quitté l'écran pendant toute la durée de l'interaction. L'homme s'appelait Julien Morel. Il venait d'atterrir en provenance de New York après une série de réunions longues et stériles. Il n'était pas du genre à perdre du temps avec les détails de la vie quotidienne. Mais cette scène, cette jeune femme si discrète, si tendre, avait suspendu son rythme habituel. Il n'avait jamais vu quelqu'un agir avec une telle humanité, sans chercher à être vu, sans attendre de contrepartie. Ce geste si simple en apparence venait de remuer quelque chose qu'il pensait éteint depuis longtemps. Il ne savait pas encore comment ni pourquoi, mais il savait qu'il devait la retrouver. Et tout avait commencé là, au milieu du bruit, d'un terminal bondé, par un acte de bonté pure entre 2 inconnus. Julien Morel était un homme que l'on reconnaissait, même lorsqu'il tentait de passer inaperçu. Grand élancé, costume taillé sur mesure, regard acéré,
Il portait sur lui l'héritage visible de générations de pouvoir et de privilèges. À 37 ans, il était déjà à la tête de plusieurs branches de l'empire aéronautique, Morel, héritage d'une dynastie fondée sur la conquête des airs et la maîtrise du luxe. Rien dans sa vie n'était laissé au hasard, pas même le fauteuil où il s'était installé ce matin-là dans le salon exécutif du terminal sud, d'Orly, pour se reposer quelques instants après un vol transatlantique éreintant. Il avait l'habitude de ces lieux feutrés, où le silence n'était interrompu que par les cliquetis des couverts sur la porcelaine et les murmures des conversations d'affaires. Mais ce matin-là, il avait décliné les propositions de café, de jus frais et de journaux internationaux. Il s'était contenté de fixer l'écran devant lui, diffusant sans son les images des caméras de sécurité du hall principal. Ce qu'il y vit le saisit sans qu'il comprenne d'abord pourquoi. Il reconnut immédiatement la vieille femme assise dans le froid, les épaules rentrées, la valise immobile. C'était sa mère, Madame Colette Morel, une femme d'une élégance discrète, veuve depuis plusieurs années, d'une intelligence vive, mais dont la mémoire avait commencé à lui jouer des tours. Julien savait qu'elle avait prévu un déplacement ce jour-là, mais il ne s'attendait pas à la voir dans cet état, perdue et vulnérable au milieu de la foule. Son premier réflexe fut la panique. Il faillit bondir de son fauteuil, alerter la sécurité, courir vers elle. Mais il s'arrêta net lorsque la jeune femme apparut à l'écran. Elle s'approcha lentement, avec une douceur presque irréelle dans ce monde de vitesse et d'indifférence. Il la vit parler à sa mère, lui tendre une boisson chaude, enlever son propre manteau pour la couvrir. Il vit l'attention dans ses gestes, la patience dans ses mouvements. Elle n'avait rien à y gagner. Elle aurait pu l'ignorer, comme tant d'autres, mais elle était restée. Julien observa sans interruption. Il vit la jeune femme installer sa mère dans le café, la servir avec délicatesse, s'asseoir face à elle. Il vit les regards échangés, les mains posées sur la table, les sourires discrets. Il vit, surtout, la lumière dans les yeux de Colette, une lumière qu'il ne lui connaissait plus depuis longtemps. Une lueur de sérénité, d'écoute, de reconnaissance. Et tout cela, il le devait à une inconnue. Il se pencha vers l'écran, augmentant la définition de l'image. Il voulait voir son visage. Elle avait les cheveux relevés en une queue, de cheval simple, des traits doux, une tenue modeste. Une serveuse, manifestement. Il capta son badge, mais la qualité de l'image ne lui permit pas de lire son nom. Elle ne semblait pas faire cela pour se faire remarquer. Elle ne regardait jamais autour d'elle. Elle était tout entière tournée vers la vieille femme. Julien resta longtemps immobile après que la scène se fut terminée. Même lorsque sa mère fut prise en charge par un agent de l'aéroport et emmenée vers un espace réservé, il ne bougea pas. Il repassa mentalement les détails de ce qu'il venait de voir. Il y avait dans cette scène une sincérité si rare qu'il en ressentit un étrange vertige. Il qui passait son temps à observer le monde à travers des tableaux de chiffres et des bilans stratégiques, venait de se faire happer par un simple geste de gentillesse humaine. Il ne pouvait pas la laisser disparaître dans la masse, cette femme qui, sans le savoir, venait de faire pour sa mère ce qu'il n'avait pas su faire depuis longtemps, lui offrir une présence vraie. Il ressentit soudain une forme de honte, mêlée à une admiration profonde. Honte d'avoir laissé sa mère voyager seule, de ne pas avoir été là. Admiration pour cette serveuse inconnue qui avait su voir ce que lui-même n'avait pas vu, la solitude derrière l'élégance, la fatigue derrière les habitudes. Il appela immédiatement un membre de la sécurité de l'aéroport, discret mais efficace. « Je veux savoir qui elle est », dit-il d'un ton ferme mais calme. « La jeune femme qui était avec ma mère il y a quelques minutes, elle travaille ici dans un café du hall principal. Trouvez son nom, je veux lui parler. » L'homme hocha la tête sans poser de questions. Il connaissait Julien Morel, savait ce que cela impliquait. Lorsqu'un Morel demandait quelque chose, on obéissait. Mais ce que Julien ne dit pas, c'était la raison réelle de cette demande. Ce n'était pas un caprice, ni un simple remerciement à transmettre. C'était plus que cela. Il avait vu quelque chose en elle, dans son regard, dans la manière dont elle tenait la main de sa mère. Une vérité simple mais puissante, et cela l'avait ébranlé. Il ne sut pas tout de suite ce qu'il ferait une fois qu'il connaîtrait son nom. Il ne voulait pas paraître envahissant, ni faire peser sur elle le poids de sa position. Il n'était pas question d'offrir une récompense, de transformer ce moment de grâce en transaction. Il voulait comprendre qui elle était, pourquoi elle avait agi ainsi, et peut-être, juste peut-être,
retrouver ce qu'il avait perdu en chemin, ce que l'argent, les réussites, les voyages, les chiffres n'avaient jamais pu lui offrir, une sincérité pure. Julien resta encore un moment dans le salon, les yeux rivés sur l'écran désormais vide. L'image avait disparu, mais elle restait imprimée dans son esprit. Et sans qu'il s'en rende compte, un léger sourire naquit sur ses lèvres. Un sourire rare, inhabituel, le genre de sourire qu'on réserve aux choses qui comptent vraiment. Les jours suivants, l'image de la serveuse ne quittait plus l'esprit de Julien Morel. Entre les réunions, les appels interminables, les décisions à prendre pour le prochain rachat d'une petite compagnie aérienne portugaise, son esprit revenait toujours à cette jeune femme, à ce moment suspendu dans le tumulte d'Orly. Il ne pouvait expliquer ce qui le poussait à la retrouver, seulement qu'il le devait. Une nécessité intérieure, silencieuse mais persistante. Une forme de dette morale, bien plus profonde que n'importe quel contrat signé dans un bureau climatisé. Dès le lendemain de son arrivée à Paris, Julien convoqua discrètement Étienne, son responsable personnel de la sécurité et de la logistique privée. C'était un homme méthodique, habitué aux missions délicates. Il lui demanda de fouiller les enregistrements du terminal sud, de contacter la direction du café, de trouver, sans faire de bruit, le nom de la serveuse qui avait aidé Madame Colette Morel. Étienne, habitué aux requêtes inhabituelles de son employeur, ne posa aucune question. Il prit note, hocha la tête et disparut. Julien, quant à lui, continua sa routine professionnelle. Il participait à des conférences, rencontrait des partenaires, signait des documents importants. Mais chaque fois qu'il croisait le regard, vide de certains interlocuteurs, ou qu'il assistait à des échanges vides de sens, son esprit retournait à ce visage, à cette scène. Il repensait à la douceur de la main de la serveuse sur celle de sa mère, à son sourire discret, à la manière dont elle était restée près d'elle pendant si longtemps, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ce n'était pas une scène, exceptionnelle pour le monde, mais pour lui elle avait tout changé. Le 3e jour, Étienne revint avec un nom, Claire Dubois. Elle travaillait au café Le Passage depuis plus de 3 ans, toujours au même poste, toujours ponctuelle, jamais absente. Aucun signalement à son encontre, aucun incident, juste une fiche impeccable, presque anonyme. Étienne précisa qu'elle vivait dans le 14e arrondissement, dans un petit studio dont elle partageait le loyer avec une jeune fille, probablement sa sœur. Julien sentit un frisson le traverser. Ce nom, ce visage, cette histoire simple, tout semblait confirmer ce qu'il avait pressenti. Elle n'était pas comme les autres. Mais que faire à présent? Il ne voulait pas la faire convoquer, ni l'intimider avec une visite impromptue entourée de gardes. Il fallait trouver une autre manière, une approche discrète, naturelle, presque fortuite. Il se mit alors à observer les horaires d'ouverture du café, à noter les jours où elle était présente, à repérer les moments de calme dans l'affluence du terminal. Il voulait l'approcher comme un client ordinaire, sans révéler son nom, sans évoquer sa mère. Pendant plusieurs jours, il passa devant le café sans entrer. Il l'observait de loin, vêtu d'un manteau sobre, les cheveux légèrement en bataille, le regard dissimulé sous des lunettes qu'il n'utilisait habituellement jamais. Il la vit saluer les clients avec le même sourire discret, prendre les commandes avec une précision fluide, nettoyer les tables sans relâche. Il vit surtout cette attention constante qu'elle portait aux autres, cette manière de toujours faire un peu plus que ce qu'on attendait d'elle. Un matin, alors que la foule était moins dense, Julien se décida. Il franchit la porte du café, choisit une table au fond et s'assit. Claire arriva quelques minutes plus tard, carnet à la main. Elle ne le reconnut pas. Ou du moins, si elle le reconnut, elle ne laissa rien paraître. Elle le salua avec la même politesse qu'elle réservait à tous les autres, lui demanda ce qu'il souhaitait boire. Julien, troublé par sa proximité, bredouilla une commande de café noir. Elle hocha la tête, tourna les talons et disparut derrière le comptoir. Ce premier échange fut bref, mais suffisant pour qu'il ressente à nouveau cette chaleur étrange au creux de la poitrine. Il revint le lendemain puis le surlendemain, toujours à la même table, toujours la même commande. Au fil des jours, ils échangèrent quelques mots. Il lui parla du temps, des retards de vol, des petits riens du quotidien. Elle répondit avec la même douceur, sans jamais s'attarder. Mais peu à peu, quelque chose s'installa. Une familiarité discrète, un regard plus long, un sourire plus franc. Julien se présenta sous un faux prénom, se disant voyageur d'affaires régulier. Il n'en révéla rien de plus. Il ne voulait pas que son nom change la nature de leurs échanges,
Il voulait que chaque mot, chaque geste, reste vrai. Claire, de son côté, ne posait pas de questions. Elle semblait apprécier ces instants, ces conversations fugaces entre deux commandes, comme des pauses précieuses dans sa routine épuisante. Il apprit qu'elle vivait avec sa sœur, qu'elle avait abandonné des études pour subvenir à leurs besoins, qu'elle rêvait parfois de reprendre l'école, mais qu'elle n'en avait ni le temps ni les moyens. Elle lui parla de leur enfance dans un village isolé, des chants l'été, du silence de l'hiver. Elle lui raconta sans s'en rendre compte les renoncements, les petites victoires, les tristesses invisibles. Julien, ému, l'écoutait sans jamais l'interrompre. Il n'avait jamais connu un lien aussi pur, aussi dépourvu d'attente ou d'intérêt caché. Chaque jour, il quittait le café avec le cœur plus léger, le pas plus lent. Il retrouvait ses bureaux, ses contrats, ses responsabilités avec une impression étrange d'irréalité. Comme si le seul moment véritable de sa journée s'était déroulé dans ce petit espace de l'aéroport, entre deux tables, entre deux cafés servis avec grâce. Mais il savait que cette illusion ne durerait pas. Il portait un nom, une histoire, qu'un poids que Claire ne connaissait pas encore, et il redoutait le moment où la vérité viendrait tout bouleverser. Le 6e jour, alors que Julien sortait du café le cœur plus troublé que jamais, il reçut un message de son assistante lui demandant de passer chez sa mère en fin d'après-midi. Colette souhaitait le voir, sans préciser la raison. C'était inhabituel. Depuis quelques mois, leurs échanges s'étaient faits rares, souvent limités à des appels brefs et à des visites rapides qu'il essayait de caser entre deux réunions. L'esprit occupé par Claire et par la tendresse inattendue qui naissait en lui, Julien se sentit subitement nerveux à l'idée de cette rencontre. Il ne savait pas pourquoi, mais une intuition lui soufflait que cette visite allait changer quelque chose. Lorsqu'il arriva dans le grand appartement lumineux du 7e arrondissement, il trouva sa mère assise près de la fenêtre, tricotant distraitement une écharpe déjà trop longue. Le soleil de fin de journée baignait la pièce d'une lumière dorée, donnant à la scène une douceur presque irréelle. Colette leva les yeux, sourit avec cette tendresse un peu lasse qu'elle réservait à son fils unique. « Je me demandais si tu viendrais vraiment, » dit-elle doucement. « Tu as l'air préoccupé. » Julien s'assit en face d'elle, la salua, s'enquit de sa santé puis resta silencieux. Il n'osait pas aborder directement le sujet de l'aéroport, ni évoquer Claire. Il attendit que sa mère prenne la parole, et elle le fit comme si elle lisait dans ses pensées. « L'autre jour, à Orly, tu sais que j'ai eu un petit incident. » Il acquiesça sans mot dire, le regard fixé sur les mains fines de sa mère. « J'étais perdu, un peu désorienté, je l'avoue. J'avais froid. Je ne savais plus exactement où aller. Et là, une jeune femme est apparue. Sa voix tremblait légèrement, mais elle poursuivit sans hésitation. Elle m'a vu, vraiment vu. Elle ne s'est pas contentée de me demander si j'allais bien pour la forme. Elle s'est arrêtée. Elle a enlevé son manteau pour me le mettre sur les épaules. Elle m'a apporté du thé. Elle m'a parlé doucement, comme si j'étais quelqu'un qui comptait encore. Julien sentit un serrement dans la poitrine. Il reconnaissait chaque geste décrit. Il les avait tous vus, mais les entendre de la bouche de sa mère donnait une autre dimension à ce souvenir. Tu sais, Julien, cette fille est restée avec moi presque 2 heures. 2 heures à m'écouter raconter des souvenirs que même toi tu ne connais pas. Elle ne m'a jamais interrompu. Elle m'a regardé comme si ce que je disais avait de l'importance. Elle leva les yeux vers son fils, le fixa longuement. Je lui ai proposé de l'argent. Elle a refusé. Elle a seulement dit qu'elle voulait s'assurer que je sois bien installé avant de partir. Elle n'a même pas laissé son nom. Je n'ai jamais ressenti une telle humanité depuis très longtemps. Julien se racla la gorge, évita le regard de sa mère un instant. Puis il murmura « Je sais qui c'est ». Colette fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Tu sais comment ?» Il lui raconta alors, sans tout révéler, qu'il avait vu la scène par hasard depuis le salon exécutif, qu'il avait été touché par la générosité de cette jeune femme, qu'il avait voulu la remercier, qu'il avait découvert son nom clair. Il omit volontairement les visites quotidiennes au café, le faux prénom, les conversations partagées, mais le nom, lui, il le prononça. « Claire Dubois », dit-il, presque à voix basse. Colette ferma les yeux un instant, comme pour graver ce nom dans sa mémoire. Elle s'appelle Claire, cela lui va bien, elle a quelque chose de lumineux. Julien hocha la tête, incapable de répondre. Sa mère reprit la parole après un silence. « Tu devrais lui parler, vraiment.
Pas en tant que Morel, pas en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement une sagesse simple, née d'années à observer le monde changer et son fils s'en éloigner. Julien se sentit à la fois vulnérable et apaisé. Il comprenait désormais pourquoi Claire l'avait autant bouleversé. Elle n'avait pas seulement aidé une vieille dame perdue, elle avait redonné à Colette, ne serait-ce qu'un instant, sa dignité, sa voix, son existence. Et par ce simple geste, elle avait ouvert dans le cœur de Julien une faille, une possibilité, un souffle nouveau. Il resta encore un moment auprès de sa mère, parlant peu. Le silence entre eux était différent ce soir-là. Moins chargé, plus doux, comme si quelque chose s'était rééquilibré. Lorsqu'il se leva pour partir, Colette lui prit la main. « Ne laisse pas le monde te rendre aveugle à ce qui compte vraiment. Tout le reste, tout ça, ce ne sont que des bruits. Ce qu'elle t'a montré, c'est le vrai silence, celui où l'on peut enfin entendre. » Julien quitta l'appartement, le cœur lourd et léger à la fois. Dans la rue, il marcha longtemps, sans but précis, son manteau entrouvert, malgré le vent frais. Il revivait les moments passés avec Claire, ses gestes, ses mots, la sincérité brute qu'elle portait en elle. Il savait que la rencontre avec sa mère n'était pas un hasard, que quelque chose de plus profond les liait désormais, au-delà de la reconnaissance, au-delà de la gratitude. Mais il ignorait encore comment briser le mur qu'il avait construit autour de son identité. Il ne voulait pas mentir plus longtemps. Et en même temps, il redoutait que la vérité ne détruise tout ce qu'ils avaient commencé à construire, lentement, entre deux cafés, entre deux silences. Le café. Le passage fermait plus tard que les autres enseignes du terminal sud. En début de soirée, après l'effervescence des départs de la journée, l'endroit devenait presque silencieux. Les lumières, tamisées, diffusaient une lueur douce sur les tables désormais moins occupées. Le va-et-vient incessant cédait la place à une sorte de répit aérien, un instant suspendu où le monde semblait ralentir. C'était à cette heure-là que Julien décida de revenir, mais cette fois avec un plan plus précis, même si le doute continuait de le ronger. Il entra dans le café comme un client ordinaire, vêtu simplement, sans son éternel attaché-case, ni ses lunettes de soleil, des simulatrices. Il portait une veste de cuir noir, un jean sombre, des chaussures de ville discrètes. Rien ne trahissait sa véritable identité. Il choisit une table près de la baie vitrée, celle d'où l'on pouvait voir les avions s'aligner dans l'obscurité naissante. Il voulait lui parler. Plus qu'un échange banal ou une nouvelle commande, il voulait l'écouter vraiment, entrer dans son monde. Mais il savait aussi qu'il n'avait plus beaucoup de temps avant que le mensonge implicite de son anonymat ne s'effondre de lui-même. Claire le remarqua dès son entrée. Elle ne fut pas surprise de le voir. Au contraire, elle sourit presque imperceptiblement en le reconnaissant. Il était devenu familier, ce client régulier qui ne parlait pas trop fort, qui ne se plaignait jamais, qui semblait toujours intéressé par ce qu'elle disait. Elle avait pris l'habitude de ses présences silencieuses, et il y avait quelque chose de rassurant à savoir qu'il viendrait encore. Mais ce soir-là, elle sentit dans son attitude une tension nouvelle, comme s'il portait un poids dont il n'avait pas encore parlé. Elle s'approcha de sa table avec la même discrétion que d'habitude, carnet à la main. « Bonsoir, vous êtes de retour. Encore un vol retardé ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. Julien secoua la tête, les mains jointes sur la table. « Non, en fait, je n'ai pas de vol ce soir, je suis juste venu dîner ici. » Elle haussa les sourcils, surprise mais amusée. « Dîner ici? Vous savez qu'on ne sert pas de plat. Gastronomique ?» Il rit doucement, un rire bref mais sincère. « J'avais juste envie d'un repas simple dans un endroit calme. » Elle hocha la tête, notant quelque chose sur son carnet, puis lança par-dessus son épaule. « Dans ce cas, je vous recommande notre quiche aux épinards. Ce n'est pas du grand art, mais elle est honnête. » Julien acquiesça, la remerciant d'un sourire. Lorsqu'elle revint avec le plat, elle prit quelques secondes de plus que d'habitude avant de s'éloigner, comme si elle hésitait à entamer la conversation, comme si elle attendait un signe. Lui, il aurait voulu lui dire tant de choses, mais il resta silencieux. Il la regarda se déplacer entre les tables avec cette grâce discrète, cette efficacité naturelle, ce calme rare. Quand elle cligna des yeux, prise au dépourvu par la question.
Puis elle sourit, mais ce sourire-là était chargé d'un soupçon de mélancolie. Pas vraiment. J'ai commencé ici parce que j'avais besoin d'un travail stable. J'ai une petite sœur à charge. C'était la seule option viable à l'époque. Julien se pencha légèrement, les coudes sur la table, attentif. Et maintenant, Claire regarda un instant par la vitre, le regard perdu dans les pistes éclairées. Maintenant, je ne sais pas. Parfois, j'imagine une autre vie, mais ça reste flou. Il faut bien payer le loyer, assurer les repas. Les rêves attendent, souvent. Et parfois, ils s'effacent. Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait lui dire qu'elle méritait plus, qu'elle n'était pas invisible, qu'elle avait changé quelque chose de profond dans sa mère et en lui. Mais il ne pouvait pas encore. Alors il se contenta de la regarder avec cette intensité silencieuse qui lui était propre, comme si chaque mot qu'elle prononçait avait une valeur unique. « Et vous » demanda-t-elle soudain, brisant le silence. Il hésita une fraction de seconde. « Moi, je voyage beaucoup. Trop, sans doute. Je rencontre des gens importants, je signe des contrats, je prends des décisions, mais c'est étrange de le dire ici, devant vous. Tout ça me paraît de moins en moins réel. » Claire le fixa, intriguée. « Et ici, ça l'est? Réel ?» Julien hocha la tête, sans détourner le regard. « Ici, oui, avec vous, ça l'est. » Elle baissa les yeux, touchée, troublée peut-être. Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle se redressa doucement. « Je vais vous chercher un dessert. Vous avez besoin de douceur ce soir. » Lorsqu'elle revint avec une assiette de tarte aux poires, elle la déposa sans un mot. Julien la remercia d'un regard. Le moment était suspendu, fragile, comme ces instants qui précèdent une vérité. Mais il ne la dit pas ce soir-là. Il ne dit pas son nom ni son histoire. Il préféra garder encore un peu cette bulle d'anonymat, cet espace fragile où il n'était que deux êtres humains, sans passé écrasant, sans titre, sans attente. Il ne savait pas combien de temps cela durerait. Mais il savait que, pour la première fois depuis longtemps, il était exactement là où il devait être. Les jours s'enchaînèrent, et avec eux, les visites de Julien au café devinrent une routine discrète, mais constante. Toujours à la même table, toujours au même moment, il semblait désormais faire partie du décor, sans pour autant se fondre dans l'anonymat des passagers pressés. Claire l'accueillait avec un sourire de plus en plus sincère, et leur échange, d'abord limité aux banalités de circonstances, s'approfondissait peu à peu, glissant vers une forme d'intimité inattendue. Il n'était plus un simple client régulier. Il devenait un repère, un souffle d'air frais au cœur d'une journée trop longue. Julien, de son côté, attendait ces instants avec une impatience qu'il ne s'avouait pas totalement. Chaque moment passé avec Claire lui semblait différent, plus réel que tout ce que son quotidien de dirigeant pouvait lui offrir. Il posait des questions, mais toujours avec délicatesse. Il écoutait plus qu'il ne parlait, notait les inflexions de sa voix, les silences qui disaient autant que les mots. Claire, surprise de se sentir aussi en confiance, se laissait aller à raconter des morceaux de sa vie, sans jamais tomber dans la plainte. Il y avait chez elle une pudeur constante, une volonté farouche de ne pas se poser en victime, même quand elle parlait des difficultés. Elle lui parla de sa sœur, Lucie, avec tendresse et inquiétude mêlées, de leur mère partie trop tôt, de leur père absent depuis longtemps. Elle raconta les soirées d'hiver passées à deux sous une couverture élimée, les plats improvisés avec ce qu'il restait dans le frigo, les rires échangés malgré tout. Elle évoqua aussi ses études avortées, son amour pour les sciences humaines, sa fascination pour les gestes de soins, pour le contact humain. Elle rêvait autrefois de devenir infirmière. Mais le rêve avait cédé le pas à l'urgence. Il fallait payer les factures, assurer le quotidien. Alors elle avait rangé ses envies dans une boîte mentale, bien fermée, et s'était mise à servir des cafés à des inconnus qui, pour la plupart, ne la regardaient même pas. Julien buvait ses paroles, comme on écoute une mélodie douce. Il se sentait à la fois ému et coupable. Coupable de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il n'avait jamais eu à sacrifier. Il aurait voulu lui dire qu'elle avait encore le droit de rêver, qu'il existait un monde dans lequel elle pouvait recommencer. Mais il se retenait. Il ne voulait pas être celui qui promet des échappatoires sans comprendre les chaînes. Alors il parlait peu de lui, se contentant de partager des anecdotes floues de voyage, des impressions sur les villes traversées, des réflexions sur la solitude des hôtels de luxe. Il ne parlait jamais d'argent,
jamais de pouvoir. Il restait ce Julien sans nom de famille, cet homme attentif qui ne cherchait rien d'autre que la compagnie d'une femme vraie. Peu à peu, une complicité se tissa entre eux. Claire s'asseyait parfois quelques minutes à sa table pendant les creux du service. Il parlait de musique, de livres, de cuisine. Elle lui apprit qu'elle adorait les romans policiers, surtout ceux écrits par des femmes. Il lui confia qu'il écrivait parfois en secret, sans jamais rien terminer. Ils riaient ensemble de petits riens, un client étrange, une anecdote du terminal, un souvenir d'enfance. Julien se surprit à attendre ces instants comme on attend l'arrivée du printemps après un hiver trop long. Il découvrait en elle une force tranquille, une clarté rare, une lumière qui semblait inébranlable malgré les vents contraires. Un soir, alors que le service touchait à sa fin, Claire s'approcha de sa table avec 2 cafés et, sans rien dire, s'assit en face de lui. Le terminal était presque vide, la lumière tamisée. Ils restèrent un moment sans parler, simplement, présents l'un à l'autre. « Vous êtes différents, dit-elle soudain. » Julien haussa légèrement les sourcils. « Différents comment ? » ?»« Des autres clients. Vous ne semblez pas pressé. Vous écoutez vraiment. Et surtout, vous ne regardez pas les gens comme s'ils étaient transparents. » Il sourit, touché. « Peut-être parce que je commence seulement à voir les choses telles qu'elles sont. » Elle le regarda intriguée par cette phrase. Il baissa les yeux, joua avec la cuillère sur sa tasse. « Vous êtes quelqu'un de bien, Julien. Je le sens. » Il aurait voulu répondre quelque chose de simple et vrai, mais les mots lui manquaient. Il n'était pas certain d'être cet homme qu'elle voyait. Pas encore. Il y avait encore ce mur de silence entre eux, cette vérité qu'il cachait. Mais il savait aussi que ce moment était précieux, qu'il fallait le préserver un peu, plus longtemps. Claire se leva, s'excusant de devoir ranger la salle. Il la remercia pour le café, pour sa présence, pour tout ce qu'elle ne savait pas qu'elle lui apportait. Elle sourit une dernière fois avant de disparaître derrière le comptoir. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Julien se sentit plus seul que d'habitude. Mais c'était une solitude douce, presque apaisante. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer à mentir. Il savait qu'un jour proche, elle découvrirait qui il était. Mais il espérait, au fond de lui, que ce jour-là, elle ne verrait pas seulement l'homme public, le nom, la fortune, qu'elle se souviendrait de ses conversations, de ses silences partagés, de la sincérité avec laquelle il avait écouté. Et peut-être, juste peut-être, cela suffirait à préserver ce qu'ils avaient commencé à construire. Une chose, rare, fragile, mais infiniment vraie. Ce matin-là, le café Le Passage semblait baigné d'une lumière plus crue que d'habitude. Le ciel gris laissait filtrer à peine quelques rayons, et le bruit sourd des valises sur le carrelage résonnait plus fort. Claire était arrivée en avance, comme toujours, les cheveux attachés à la hâte, un gobelet de thé à la main. Elle n'avait pas bien dormi. La veille au soir, Julien était resté plus longtemps que d'habitude, et leur conversation avait en pris un tour plus personnel. Il y avait eu quelque chose de nouveau dans son regard, comme une tension douce, une hésitation qui ne disait pas son nom. Claire avait senti que quelque chose se préparait, sans pouvoir deviner quoi. Et cette sensation, entre attente et crainte, l'avait poursuivie jusque dans ses rêves. Elle avait pris l'habitude de sa présence, de ses questions posées avec attention, de son écoute sincère. Elle savait qu'il ne disait pas tout de lui, mais elle avait appris à ne pas poser trop de questions. Le mystère n'était pas pesant, il avait quelque chose de respectueux, presque pudique. Pourtant, elle pressentait que le fil ténu qui reliait leur monde pourrait se rompre à tout moment. Elle ignorait à quel point elle avait raison. Peu après 10 heures, alors qu'elle essuyait le comptoir, l'écran de la télévision, suspendu au mur du café, s'alluma sur une chaîne d'information en continu. Le son était faible, presque inaudible, mais les images défilaient avec netteté. Claire n'y prêtait pas attention, habituée à ce défilement incessant d'actualité, jusqu'à ce qu'un nom prononcé dans le bandeau inférieur accroche son regard. Julien Morel. Elle leva les yeux, intriguée, et vit l'image d'un homme en costume souriant, sortant d'un bâtiment officiel, entouré de journalistes. Elle plissa les yeux. Son cœur fit un bond. C'était lui, Julien, celui qu'elle croyait être un simple voyageur, un homme discret, attentif, sans histoire. Le bandeau déroulait des informations sur une acquisition récente de sa société, sur une conférence à venir à Genève, sur un héritage familial lié à l'aviation européenne. Claire sentit un vertige la traverser. Elle s'appuya contre le comptoir, le souffle court.
Elle fixa l'écran encore un moment, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas être ce Julien-là. Et pourtant, tout dans son visage confirmait la révélation. La mâchoire bien dessinée, les yeux sombres, la manière de se mouvoir. Comment avait-elle pu ne pas le reconnaître? Comment avait-il pu lui cacher ça? Le reste de la matinée passa dans une brume confuse. Elle continuait à servir les clients, à sourire mécaniquement. Mais l'intérieur d'elle-même bouillonnait. Chaque geste lui rappelait une phrase échangée, un silence étrange, une esquive habile. Tout prenait un nouveau sens. Plus froid, plus dur. Ce n'était pas de la timidité ni de la réserve. C'était un mensonge, et elle ne supportait pas le mensonge. Elle pensa à sa mère, à cette nuit où elle était restée auprès d'elle sans savoir à qui elle parlait vraiment. Elle repensa à chaque moment partagé avec Julien, à chaque parole pesée, à chaque regard. Elle lui avait parlé de sa sœur, de ses rêves abandonnés, de ses combats quotidiens comme on parle à quelqu'un d'égal, quelqu'un de proche. Il avait tout entendu, tout su, en gardant pour lui la vérité la plus élémentaire, son identité. À midi, elle se réfugia quelques minutes dans l'arrière-salle. Incapable de supporter plus longtemps les sourires de surface, elle s'assit sur une caisse vide, les coudes sur les genoux, le front dans les mains. Une colère sourde montait en elle, mêlée à une tristesse qu'elle n'osait nommer. Elle ne pleura pas. Ce n'était pas son genre. Mais elle sentit une fracture intérieure, un point de bascule. Quand elle revint au comptoir, son visage avait changé. Plus fermé, plus dur. Julien arriva peu après, comme tous les jours. Il entra avec ce demi-sourire qui lui était devenu familier, cherchant ses yeux. Mais cette fois, elle ne lui rendit pas son sourire. Elle détourna le regard, fit semblant de ne pas le voir. Il hésita, s'approcha, mais elle l'ignora délibérément. Lorsqu'il commanda un café, elle hocha la tête sans un mot, le servit avec la même efficacité, mais sans la moindre chaleur. Julien comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Il observa ses gestes, la tension dans ses épaules, l'absence de regard. Il tenta de la faire parler, lui demanda si tout allait bien. Elle répondit à peine, monosyllabique, distante. Il insista doucement, mais elle finit par le fixer droit dans les yeux. « Vous vous appelez Julien Morel, n'est-ce pas ?» Il pâlit légèrement, ne répondit pas tout de suite. Elle croisa les bras, le regard froid. « Je vous ai vu. »« Ah, la télévision. Vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. » Il voulut parler, expliquer, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Ne dites rien, ce n'est pas la peine. Ce que vous m'avez fait, ce n'est pas seulement un mensonge. C'est une trahison. Vous m'avez écouté, vous avez tout appris sur moi, pendant que moi, je ne savais même pas qui vous étiez. Je me suis confié, je vous ai fait confiance. » Julien tenta de s'approcher, mais elle recula d'un pas. « Vous devriez partir, maintenant. » Il la regarda désemparé. Il voulut dire qu'il n'avait jamais voulu la tromper, qu'il avait eu peur de gâcher ce lien sincère, qu'il avait trouvé en elle une lumière qu'il n'avait jamais connue. Mais les mots moururent sur ses lèvres. Claire avait déjà tourné les talons, disparaissant derrière la porte battante de l'arrière-salle. Julien resta là quelques secondes, seul au comptoir. Puis, lentement, il sortit du café. Le silence de son départ était plus assourdissant que tous les vacarmes de l'aéroport. Il savait que cette fois, il ne suffirait pas de revenir avec un sourire. La vérité avait éclaté, et avec elle, tout ce qu'ils avaient construit semblait sur le point de s'effondrer. Depuis cette confrontation brutale au café, Julien n'était plus retourné à Orly. Il en avait été incapable. La scène restait gravée dans sa mémoire, chaque mot de Claire résonnant avec une intensité douloureuse. Il revoyait son visage, fermé, son regard glacial, sa voix dure et sans appel. Il avait voulu lui dire tant de choses, mais son silence à cet instant avait tout dit. Il avait menti. Et même si ce mensonge avait été guidé par la peur de perdre quelque chose de précieux, cela ne changeait rien. Il l'avait trahi. Il passa les jours suivants reclus dans son appartement, incapable de se concentrer sur ses dossiers. Les appels de ses collaborateurs restaient sans réponse. Les réunions étaient reportées. Il n'avait envie de rien d'autre que de comprendre comment réparer ce qu'il avait brisé. Mais il savait que les mots ne suffiraient pas après tout ce qu'il avait eu. Ce n'était pas seulement son nom qu'il avait caché, c'était une vérité entière, un monde qu'elle avait le droit de connaître depuis le début. Un soir, après avoir longuement hésité, il sortit une feuille de papier. Pas un écran, pas un clavier, une vraie feuille et un stylo.
Il voulait écrire. Pas un message poli, pas une lettre d'excuse commerciale. Il voulait écrire comme on écrit à quelqu'un qu'on aime sans l'avoir dit. Comme on écrit à quelqu'un qu'on ne veut pas perdre, même si on sait qu'on l'a déjà blessé. Il commença simplement, sans formule grandiloquente. Claire, puis il laissa les mots venir un à un, avec une lenteur presque douloureuse. Il lui parla du salon exécutif, de ce jour où il l'avait vu avec sa mère, sans savoir qu'un simple geste allait tout bouleverser. Il lui raconta ce qu'il avait ressenti en la voyant poser son manteau sur les épaules de Colette, lui offrir du thé, rester des heures à l'écouter sans jamais demander quoi que ce soit. Il lui parla du silence de sa mère, de la solitude qu'il n'avait pas su voir, de la lumière qu'elle avait rallumée ce jour-là, sans même en être consciente. Il lui écrivit qu'il n'avait jamais eu l'intention de la tromper, mais qu'il avait eu peur. Peur que son nom, sa fortune, son histoire viennent tout gâcher. Il avait voulu préserver quelque chose de vrai, de pur. Il avait pensé qu'en taisant son identité, il la protégeait. Mais il comprenait maintenant que c'était aussi la priver de son droit à choisir, à savoir. Il lui demanda pardon, non pas en espérant qu'elle le lui accorderait, mais parce qu'il le lui devait. Il lui parla aussi de ce qu'elle avait changé en lui, de la manière dont ses mots, sa gentillesse, son courage discret, avaient réveillé une part de lui qu'il croyait perdue. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, quelqu'un qui voyait au-delà des apparences, qui donnait sans compter, qui vivait avec une vérité désarmante. Il termina la lettre sans promesse, sans demande, juste avec cette phrase. « Je suis là si un jour tu veux parler, pas en tant que Morel, juste en tant que moi. » Il glissa la lettre dans une enveloppe simple, sans logo, sans signature ostentatoire. Il demanda à Étienne, son assistant, de la faire parvenir discrètement à Claire, au café. Il refusa d'y ajouter quoi que ce soit d'autre. Pas de cadeau, pas de geste grandiose. Juste les mots, juste la vérité. Claire reçut la lettre, un jeudi matin en plein milieu d'un service déjà agité. Elle la mit de côté d'abord, incapable d'y toucher, mais quelque chose dans l'enveloppe, dans l'écriture manuscrite sur son prénom, la troubla. Elle attendit la fin de son service, monta sur la terrasse déserte du bâtiment et s'assit sur une caisse en bois. Elle ouvrit lentement l'enveloppe. À mesure qu'elle lisait, ses mains tremblaient. Les mots entraient en elle comme des vagues lentes, douloureuses, mais étrangement apaisantes. Il n'y avait pas de justification facile, pas de tentative, de manipulation. Seulement une sincérité nue, parfois maladroite, mais palpable. Elle revoyait la scène dans le salon, imaginait Julien regardant les écrans, sa mère perdue, elle-même offrant son manteau sans savoir qui elle réconfortait. Et soudain, l'image se renversait. Ce n'était plus seulement elle qui avait vu Colette. C'était aussi Julien qui, ce jour-là, avait vu quelque chose en elle. Elle lut la lettre 2 fois, puis une 3e. Elle pleura cette fois. Pas de rage, pas de désespoir. Une tristesse douce, un deuil silencieux de l'illusion qu'elle avait eue de connaître un homme simple. Mais aussi, au fond de cette tristesse, une étincelle qu'elle n'arrivait pas à éteindre. Parce que ce qu'ils avaient partagé, même basé sur un non-dit, n'était pas totalement faux. Les silences, les regards, les conversations, les gestes, ils étaient vrais. Et les mots qu'il venait de lui offrir, eux aussi, sonnaient vrais. Elle ne savait pas encore si elle était prête à lui parler, ni ce qu'elle lui dirait si elle le faisait. Mais elle plia soigneusement la lettre, la rangea dans son sac et se leva. Elle regarda une dernière fois le ciel gris d'Orly, puis redescendit travailler. Son cœur était encore en morceaux, mais quelque chose en elle avait bougé. Peut-être que ce n'était pas encore la fin. Peut-être qu'il restait un peu d'espace pour comprendre, pour pardonner, pour recommencer autrement. La pluie tombait doucement sur les vitres d'Orly, rythmant la nuit d'un clapotis discret. L'aéroport, d'ordinaire saturé de bruit, semblait ce soir-là en pause. Il était 2 heures du matin, une heure suspendue entre 2 mondes, entre les derniers vols retardés et les premiers du matin encore à venir. Le terminal sud était presque vide. Les escalators fonctionnaient sans passagers, les annonces automatiques résonnaient dans le vide, et les lumières blanches éclairèrent les couloirs avec une pâleur presque lunaire. Claire n'était pas censée être là. Une collègue malade, un appel de dernière minute, un besoin d'heures supplémentaires pour boucler le mois. Elle avait accepté sans réfléchir, comme toujours, même si son cœur n'était pas tranquille. Depuis la lettre de Julien, les jours avaient été différents. Elle avait repris le travail sans dire un mot à personne.
mais une part d'elle-même était restée suspendue, accrochée à ces lignes écrites à la main, à cette douleur, tout ce qui avait succédé à la colère. Elle n'avait pas répondu. Pas encore. Elle ne savait pas comment. Chaque tentative d'écrire une réponse échouait sur une page blanche. Elle relisait la lettre, encore, et à chaque lecture, elle vacillait un peu plus. Non pas vers le pardon immédiat, mais vers cette zone floue où la certitude se dissout, où le cœur commence à se poser des questions que l'orgueil ne comprend pas. Elle termina son service en silence, salua les agents de nettoyage, ferma le rideau métallique du café et prit son sac. Lorsqu'elle sortit du couloir de service, elle s'arrêta brusquement. Là, dans le hall presque vide, debout près des sièges métalliques d'attente, Julien l'attendait. Il ne bougea pas, il ne parla pas. Il se contenta de la regarder, comme s'il voulait simplement s'assurer qu'elle allait bien. Il n'y avait pas de prétention dans son attitude, pas de grands gestes dramatiques, juste une présence. Claire resta figée un instant, puis, lentement, elle avança. Leurs pas résonnaient dans le silence, deux échos discrets dans un lieu qui, le jour, était un tourbillon de vies croisées. Lorsqu'ils furent à quelques mètres l'un de l'autre, Julien parla, sa voix basse et calme. « Je savais que vous aviez un service cette nuit. Je ne voulais pas vous surprendre. Je voulais juste être là, au cas où vous auriez envie de parler. » Claire le fixa un long moment. Il avait l'air fatigué, mais il n'y avait ni attente ni pression dans son regard. Seulement une sincérité tranquille, une humilité nouvelle. Elle aurait pu hurler, pleurer, lui tourner le dos. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle s'assit doucement sur l'un des bancs vides, posa son sac à côté d'elle. Julien ne bougea pas, respectant son espace. Puis, après quelques secondes, il s'assit à son tour à une distance prudente. Le silence entre eux était dense mais apaisant. Il ne pesait pas comme une gêne. Il existait comme un pont fragile, une respiration partagée dans l'immensité vide du terminal. Claire ne le regardait pas. Ses yeux fixaient le sol, les lignes, blanchies du carrelage, comme si elle cherchait à lire une réponse dans les fissures. « Tu m'as fait mal », dit-elle enfin, presque à voix basse. « Pas parce que tu étais quelqu'un d'autre, mais parce que tu ne m'as pas laissé choisir si je voulais ou non te connaître malgré ça. » Julien baissa les yeux. « Je sais. Et je suis désolé. Plus que je ne saurais le dire. » Elle hocha la tête. Un silence encore. « Tu sais, j'ai grandi en pensant que les gens comme toi ne voyaient jamais les gens comme moi. Pas parce qu'ils étaient méchants, juste parce qu'ils vivaient dans un autre monde. Et pendant un moment, j'ai cru que tu faisais exception. C'est ça qui m'a blessé. » Julien se tourna vers elle, le visage ouvert. « Je n'ai jamais voulu te faire croire que j'étais un autre. J'ai juste eu peur que mon nom détruise ce qu'on avait commencé à créer. Que tout devienne faux, qu'on me regarde à travers ce que je représente et non ce que je suis. Et tu crois que moi, je ne vis pas ça tous les jours? Que les gens ne me réduisent pas à mon uniforme, à mon salaire, à ma fatigue? Tu avais une chance de me faire confiance. Tu ne l'as pas saisie. » Julien ne chercha pas à se défendre. Il hocha simplement la tête. « Tu as raison. » Puis il ajouta, après un moment, « Je ne suis pas venu pour me justifier. Je suis venu parce que je voulais que tu saches que, quoi qu'il se passe ensuite, je suis reconnaissant. Pour ta présence, pour ta voix, pour ce que tu as fait pour ma mère, et pour moi, sans le savoir. » Claire inspira lentement. Une part d'elle voulait croire en ces mots. Une autre résistait encore. Mais dans ce silence partagé, quelque chose changeait. Elle regarda autour d'elle, le vide du terminal, les sièges froids, les écrans lumineux diffusant les horaires de vol. Et soudain, tout cela lui sembla si loin de ce qui comptait vraiment. « Je ne sais pas ce que je ressens encore, dit-elle. Je suis fatiguée, blessée, et j'ai besoin de temps. » Julien acquiesça. « Prends tout le temps qu'il faut. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que je suis là. » Ils restèrent assis ainsi, côte à côte, sans se toucher, sans se regarder vraiment. Le silence reprit ses droits. Mais il n'était plus le même. Il ne séparait plus. Il reliait. Lorsque Claire se leva, elle tourna enfin les yeux vers lui. « Merci pour ta lettre. » Il la suivit du regard alors qu'elle s'éloignait, son sac sur l'épaule, les pas calmes et sûrs. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais il savait que cette nuit avait été un point de bascule, et que parfois,
Le simple fait d'attendre en silence peut être l'acte le plus sincère qu'un homme puisse offrir. Quelques jours après cette nuit étrange et silencieuse, au terminal sud d'Orly, alors que Claire s'efforçait de retrouver un semblant de rythme dans ses journées, une lettre inattendue arriva à son domicile. L'enveloppe de papier ivoire épais portait son prénom écrit à la main en lettres élégantes et droites. Il n'y avait ni logo, ni timbre extravagant. Rien qui trahisse l'expéditrice, sauf peut-être cette discrétion luxueuse que Claire commençait à contre-cœur à reconnaître. Elle ouvrit avec prudence, découvrant un court message, signé simplement « Colette Morel ». La lettre n'était ni formelle, ni pompeuse. Elle était humaine. Un mot d'invitation, une main tendue. Madame Morel la remerciait à nouveau pour l'avoir aidée ce jour-là, pour sa présence silencieuse et bienveillante, et lui proposait un thé à son domicile. « Juste entre femmes », précisait-elle. Claire resta un long moment immobile, la lettre posée sur ses genoux, partagée entre l'incrédulité et une curiosité sincère. Ce n'était pas une convocation, c'était une ouverture, une possibilité. Elle accepta. Le dimanche suivant, elle se rendit à l'adresse indiquée, un immeuble ancien, élégant, au cœur du 7e arrondissement, le genre d'endroit qu'elle n'avait connu que de loin depuis le trottoir, en rêvant parfois devant les balcons fleuris. Elle sonna, et une voix douce répondit. La porte s'ouvrit, sans cérémonie. Madame Morel l'attendait sur le seuil, vêtue d'un chemisier, clair et d'une jupe longue, le visage serein. Elle la salua comme on salue une vieille amie, sans formalisme, sans jeu de rôle. « Merci d'être venue, Claire. » Elles s'installèrent dans un salon lumineux, aux murs couverts de livres et de tableaux anciens. Le thé fumait dans un service de porcelaine accompagné de petits gâteaux aux amandes. Claire, d'abord crispée, se détendit peu à peu. Il n'y avait pas de piège, pas de discours préparé. Juste deux femmes de deux mondes différents, réunies par un moment de vérité partagée dans un terminal. Madame Morel entama la conversation doucement, en parlant de choses simples, du thé, du temps, de ses lectures. Puis, avec une tendresse surprenante, elle évoqua le jour où Claire l'avait trouvée. Elle parla de cette sensation étrange, de disparaître peu à peu, de devenir invisible aux yeux des autres. Elle lui confia que depuis la mort de son mari et avec les absences répétées de son fils, elle avait appris à vivre dans une sorte de solitude sourde, jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à Claire. Ce que vous avez fait, ce n'était pas seulement un geste de bonté. C'était un rappel, une manière de me dire « Vous êtes encore là. Vous avez encore de la valeur. » Claire ne sut quoi répondre. Elle sentit ses joues s'échauffer. Ce qu'elle avait fait lui semblait si banal, si instinctif. « C'est ce que tout le monde ferait, murmura-t-elle. Non, Claire. Peu de gens s'arrêtent vraiment. Peu de gens regardent vraiment. » Il y eut un silence, puis Colette reprit, plus grave. « Julien est un homme complexe, trop souvent prisonnier de son nom, de son héritage, de ses responsabilités. Il a appris à tout contrôler, à tout prévoir. Mais il a oublié, je crois, comment on vit quelque chose de vrai. » Claire baissa les yeux, incertaine de la direction que prenait cette conversation. « Ce que je veux vous dire, poursuivit-elle, c'est que je ne vous appelle pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je ne veux ni vous manipuler, ni vous faire porter une charge qui n'est pas la vôtre. Je veux juste que vous sachiez ceci. Je n'ai jamais vu mon fils aussi, vivant que depuis qu'il vous connaît. » Claire releva lentement la tête. Colette la regardait avec une douceur qui n'était pas celle d'une mère cherchant à marier son fils, mais celle d'une femme reconnaissante à une autre femme d'avoir réveillé quelque chose d'endormi. Il a fait une erreur, il le sait, et je comprends que ce soit difficile à pardonner. Mais si vous sentez encore au fond de vous que ce qu'il y avait entre vous n'était pas complètement détruit, alors je vous invite à ne pas refermer cette porte trop vite. Claire écoutait, le cœur battant. Il n'y avait pas de promesse dans ces mots, pas de pression. Juste une reconnaissance sincère, une ouverture. Elles parlèrent encore un peu. De la jeunesse, de la fatigue d'être toujours forte, des choses que l'on abandonne sans le vouloir. Claire confia quelques bribes de son passé, sans entrer dans les détails. Colette lui parla de ses années de solitude, de son fils brillant, mais lointain, des regrets qu'on enterre sans jamais vraiment les oublier. Quand Claire se leva pour partir, Colette la raccompagna jusqu'à la porte. Elle ne dit pas « revenez » ni « je vous attends ». Elle se contenta de lui serrer la main longuement, en silence. Dans la rue, Claire marcha longtemps, sans but.
Le ciel était clair, l'air doux. Elle repensait à tout ce qui s'était dit, à ce qui ne s'était pas dit. Elle pensait à Julien, à ce qu'il représentait, à ce qu'il cachait, à ce qu'il révélait sans le vouloir. Elle n'avait toujours pas décidé ce qu'elle ferait. Mais elle savait désormais une chose, elle n'était pas seule à porter cette histoire. Et parfois, une simple invitation à prendre le thé peut ouvrir plus de portes qu'un discours d'amour enflammé. Le mois de mars glissait lentement vers sa fin. À Orly, les jours rallongeaient et l'air commençait à perdre sa morsure hivernale. Claire poursuivait sa routine au café Le Passage, mais quelque chose avait changé dans son regard, dans ses gestes, dans sa manière d'être au monde. Depuis l'invitation de Madame Morel, elle avait entamé une réflexion profonde sur elle-même, sur sa vie, sur tout ce qu'elle acceptait par habitude, par fatigue, par peur. Les mots de Colette, calmes et sans pression, avaient résonné longtemps en elle. Et sans le savoir, ils avaient semé une graine de mouvement dans un sol figé par les années de renoncement. Chaque matin, lorsqu'elle fermait son casier, ajustait son tablier et entrait dans la salle encore vide, elle se demandait ce qu'elle faisait encore là. Non pas par mépris pour le travail, mais parce que ce rôle de serveuse, qu'elle avait assumé avec dignité, ne suffisait plus à contenir ce qu'elle sentait désormais prête à naître en elle. Elle avait tant donné aux autres, tant écouté, tant supporté, qu'elle avait oublié que sa propre vie méritait un espace à elle. Elle repensa souvent à son rêve d'enfance, devenir infirmière, soigner, écouter, aider, mais autrement. Dans une blouse blanche, pas un tablier de service. Dans une chambre d'hôpital, pas derrière un comptoir. Elle se souvenait des livres qu'elle avait lus, des documentaires qu'elle regardait en cachette, des fiches qu'elle faisait pendant les pauses au lycée. Ce rêve qu'elle avait abandonné par nécessité n'avait jamais vraiment disparu. Il dormait, tapi dans un coin de sa mémoire, et peu à peu, il se réveillait. Un soir, elle rentra plus tôt que prévu. Sa sœur Lucie, penchée sur ses croquis de mode, leva les yeux avec un sourire surpris. « Tu n'as pas ton service du soir ?» Claire s'assit face à elle, les bras croisés sur la table. « J'ai donné mon préavis aujourd'hui. » Lucie la regarda stupéfaite. « Tu as quitté le café ?» Claire hocha la tête, calme. « Oui, je vais reprendre mes études. J'ai regardé les conditions pour les concours d'entrée en IFSI. Ce sera difficile, mais possible. » Lucie resta silencieuse un instant, puis son sourire s'élargit. « Tu vas être une infirmière incroyable. » Les jours suivants furent consacrés à des démarches, à des papiers, à des recherches, à des révisions. Claire reprenait goût aux livres, aux notes, aux longues heures de travail silencieux. Elle ressentait un mélange d'angoisse et d'excitation, mais surtout une détermination nouvelle, profonde. Elle n'avait aucune certitude, mais elle avançait. Julien, de son côté, respectait son silence. Il n'avait pas cherché à la revoir, ni à insister, mais de loin, discrètement, il veillait. Il avait demandé à Étienne de vérifier l'authenticité de l'inscription de Claire au concours d'entrée. Pas par intrusion, mais parce qu'il voulait comprendre ce qu'elle devenait. Et lorsqu'il apprit qu'elle préparait effectivement les épreuves, il ressentit une fierté étrange, presque intime. Il n'avait rien à y voir, pas directement. Et pourtant, il savait que cette décision n'était pas née de rien. Il continua sa vie professionnelle, mais avec une légèreté nouvelle. Ses réunions étaient toujours nombreuses, ses déplacements fréquents, mais il y avait en lui un calme qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il ne cherchait plus à tout posséder, à tout contrôler. Il avait compris enfin que certaines choses ne peuvent être offertes que par la confiance et le respect du temps de l'autre. Claire passa les semaines suivantes à étudier, à s'organiser. Elle vendit quelques affaires, réduisit ses dépenses, chercha un emploi à mi-temps compatible avec ses futurs horaires. Elle refusa l'aide de Julien, qu'elle devinait prête à être offerte. Elle ne voulait pas que son choix soit lié à lui, même indirectement. Elle voulait réussir pour elle-même, à sa manière. Mais elle n'oubliait pas. La lettre restait toujours dans son tiroir, soigneusement pliée. Parfois, lorsqu'elle doutait, lorsqu'elle se sentait submergée, elle la relisait. Et à chaque lecture, une phrase résonnait plus que les autres. « Je suis là, si un jour tu veux parler. » Ce « je suis là » n'était pas une exigence, c'était une présence, une promesse sans condition. Et cela, dans le tumulte de son renouveau, avait une valeur immense. Le jour de l'examen approchait. Claire, épuisée mais portée par une énergie nouvelle, se leva à 6 heures du matin pour prendre le métro. Elle avait dormi à peine,
Mais son cœur battait fort. Devant les portes du centre d'examen, entourée d'inconnus tout aussi nerveux, elle ferma les yeux un instant. Elle pensa à Lucie, à sa mère, à Madame Morel et à Julien, et elle sourit. Pas parce qu'elle savait qu'elle réussirait, mais parce qu'elle savait qu'elle avait enfin osé. Osé. Voilà ce qu'elle avait fait. Elle avait quitté un emploi stable, pris un risque, affronté une peur profonde. Elle avait accepté de ne pas tout maîtriser. Elle avait fait le pari d'elle-même. Et dans cette simple décision, dans ce pas franchi hors de sa zone de survie, elle avait conquis quelque chose de rare, la liberté d'espérer. Le printemps était revenu à Paris avec ses éclats de lumière douce, ses arbres en fleurs et cette étrange sensation que tout pouvait recommencer. Claire venait de terminer son premier stage dans un petit centre de soins du 14e arrondissement. Elle rentrait chez elle, les mains encore marquées par les gestes du jour, l'esprit traversé de scènes vécues, de sourires partagés, de douleurs apaisées. Ce stage, même épuisant, avait confirmé ce qu'elle pressentait depuis toujours. Elle était faite pour ça, pour écouter, soigner, observer, rassurer, pour être là. Elle marchait lentement dans la rue, respirant l'air du soir avec une attention nouvelle. Elle n'était plus la Claire d'Orly, invisible sous un uniforme. Trop souvent ignorée. Elle n'était pas encore infirmière diplômée, mais elle avançait, un pas après l'autre vers ce qu'elle avait choisi. Elle n'attendait plus que la vie vienne à elle. Elle allait vers elle. Ce soir-là, elle avait prévu de passer à Orly, non pas pour travailler, mais pour récupérer un objet oublié par une ancienne collègue. Elle n'y était pas retournée depuis son départ. Le lieu lui paraissait presque lointain, comme un souvenir flottant dans le passé. En franchissant les portes automatiques du terminal sud, elle sentit une étrange émotion la gagner. Les bruits familiers, les voix pressées, l'odeur du café, tout cela résonnait comme une ancienne mélodie qu'on croyait oubliée. Elle traversa le hall, salua un ancien collègue d'un signe de tête. Puis, en s'approchant du comptoir où elle devait récupérer l'objet, elle le vit. Julien. Il se tenait exactement à l'endroit où tout avait commencé. Devant le café Le Passage, une main dans la poche, l'autre tenant un petit bouquet de fleurs de printemps, des frisias simples et colorées. Il la vit et un sourire éclaira son visage. Un sourire sans attente, sans arrogance, sans peur. Claire s'arrêta. Elle le fixa un moment, le cœur battant. Il n'avait pas changé, mais il semblait plus calme, plus ancré, moins tendu. Elle sentit en elle une cascade de souvenirs. Les cafés partagés, les silences tendres, la lettre, la nuit dans le terminal, l'invitation de Colette. Tout cela n'était plus un fardeau, mais une histoire. Leur histoire. Il s'avança lentement et tendit le bouquet. « Je ne savais pas si tu viendrais, mais j'espérais. » Elle prit les fleurs, les yeux brillants d'émotion. « Tu espérais bien. » Ils se regardèrent, longuement. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à cacher. Julien parla le premier d'une voix douce. « J'ai suivi ton parcours, de loin. Je ne voulais pas m'imposer, je voulais juste te dire, aujourd'hui, que je suis fier de toi. »« Tu n'avais pas besoin de le dire, murmura-t-elle. Je l'ai senti. » Ils restèrent là, debout, au milieu du terminal. Autour d'eux, la vie continuait. Des valises roulaient, des voix s'élevaient, des annonces résonnaient dans les haut-parleurs. Mais pour eux, le monde semblait s'être arrêté. Claire inspira profondément. « Tu sais, j'ai appris que parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qu'on veut vraiment, et je ne veux plus vivre à moitié. » Julien la regarda avec une intensité nouvelle. « Moi non plus. On ne sait pas ce qui va se passer. » « Non, répondit-il, mais on peut le découvrir ensemble. » Ils commencèrent à marcher côte à côte, sans se presser. Ils n'avaient nulle part où aller, et pourtant tout à découvrir. Ils traversèrent le hall en silence, les fleurs entre eux comme une promesse discrète. Il n'y eut pas de grand discours, pas de baisers dramatiques sous les projecteurs. Juste deux personnes qui s'étaient vues, vraiment vues, et qui avaient décidé de ne plus se perdre. En quittant le terminal, Claire se tourna une dernière fois vers le café. Elle sourit. Ce lieu qui avait été un abri, un théâtre de fatigue, de rencontres et de révélations, appartenait désormais au passé. Mais il resterait à jamais l'endroit où tout avait commencé. Non pas un conte de fées, mais une histoire vraie, faite de doutes, de silence, de gestes simples et de choix courageux. Une histoire comme on en vit peu, une histoire que, désormais, ils écriraient ensemble.